Imaginez, il est 9 heures du matin, vous êtes le responsable informatique d'une entreprise de 2000 personnes. Votre téléphone sonne. Un développeur à Bordeaux n'arrive pas à pousser son code sur GitHub via le VPN. En même temps, l'équipe RH à Nantes se plaint que ces outils sont inutilisables tellement c'est lent. Et votre RSSI, responsable cyber, vous envoie un message sur Teams. Un collaborateur en télétravail a accédé à des données sensibles depuis un appareil non référencé, inconnu au bataillon, et personne ne s'est rendu compte de cela avant ce matin. 3 incidents, 3 villes, une seule matinée, et un constat amer: l'architecture de sécurité de votre entreprise, celle qui a été pensée il y a 10 ans, ne tient plus la route. Tout le trafic des collaborateurs remontait vers le data center central via un VPN, on appliquait les contrôles de sécurité, puis on renvoyait le flux vers sa destination, que ce soit Microsoft 365, Google Workspace ou AWS. Ça marchait. Mais aujourd'hui, avec plus de 40% des salariés en hybride, des dizaines d'applications SaaS et des salariés qui travaillent depuis leur canapé, en coworking, dans un TGV, ce détour systématique est devenu impossible. C'est comme obliger tous les voyageurs de France à passer par Paris pour aller n'importe où. Le résultat, c'est de la latence, de la frustration et des angles morts de sécurité. C'est précisément pour sortir de cette impasse qu'on a inventé le SASI, Secure Access Service Edge. Au lieu de forcer l'utilisateur à revenir vers la sécurité, on pousse la sécurité là où se trouve l'utilisateur. Concrètement, c'est une architecture cloud native qui fusionne le réseau via le SD-WAN et la sécurité avec une approche Zero Trust dans une seule plateforme. Les contrôles sont distribués via des points de présence répartis partout dans le monde, au plus près de vos équipes. Résultat sur le terrain, le développeur à Bordeaux accède directement à GitHub, sans détour, l'équipe RH à Nantes retrouve un workday fluide, et surtout l'accès non autorisé de ce matin. Normalement, avec une vraie politique Zero Trust, il aurait été bloqué en temps réel et pas détecté le lendemain. Tout ça avec une console unique qui redonne enfin de la visibilité aux équipes informatiques sur un trafic qui est devenu totalement éclaté et dispersé. Maintenant, il y a un mais. Parce qu'il y a toujours un mais. Entre la promesse sur le slide des éditeurs divers et variés et la réalité du déploiement, il y a souvent un fossé. Le SASI, peut-on dire qu'il tient vraiment toutes ces promesses? Et puis, comment est-ce que ça se passe concrètement quand on bascule d'une organisation à une autre? Quels sont les pièges que personne ne vous dit, ne vous révèle, et vers quoi cette technologie-là va évoluer? Pour répondre à ces questions, nous accueillons aujourd'hui nos experts dans cette table ronde des experts risques intermédiaires. Ils vont décortiquer tout ça ensemble. On espère que ce débat vous passionnera. Eh bien, à ce moment-là, laissez-nous un like, un commentaire, ça nous fera plaisir et nous permettra de continuer à vous proposer ces contenus toujours plus qualitatifs. C'est parti pour cette vidéo. Je dirais que le SASI, ça vient sécuriser la route, c'est la sécurité routière. C'est contraignant, c'est extrêmement structurant le SASI. Est-ce que je suis dans les murs de la société, sur un réseau de la société, ou est-ce que je suis dehors? L'adoption est peut-être un peu plus lente, mais je dirais qu'on a tendance à être prudent en France. Mais la réalité, c'est qu'ils ont déjà mis un pied dedans. On ne peut pas arriver avec la vérité. Moi, je pars du principe que la bonne porte d'entrée, ça va être le partenaire, ça va être le tiers de confiance. Il faut qu'on trouve des solutions. Dans un monde où le travail est devenu hybride, mobile et massivement tourné vers le cloud, les architectures de sécurité traditionnelles montrent leurs limites. Pendant des années, les entreprises ont protégé leurs données en faisant passer tout le trafic des collaborateurs par un data center central via des VPN. Un modèle qui, face à l'explosion du télétravail, des appareils personnels et des applications SaaS, génère de plus en plus de latence, de complexité et de risques. C'est pour répondre à ces nouveaux défis que le SASI, Secure Access Service Edge, est apparu. Cette architecture cloud native combinant une seule plateforme, le réseau SD-WAN et la sécurité Zero Trust, en distribuant intelligemment les contrôles près de l'utilisateur partout dans le monde. Fini le détour obligatoire par le siège. Avec le SASI, les collaborateurs se connectent rapidement et en toute sécurité où qu'ils soient, tandis que les entreprises retrouvent visibilité et contrôle sur un trafic devenu extrêmement dispersé. Mais derrière cette promesse de simplicité et de performance, de nombreuses questions se posent. Le SASI tient-il vraiment toutes ces promesses? Comment se passe concrètement une transformation vers cette nouvelle architecture? Et surtout, à quoi ressemblera le SASI de demain? C'est pour explorer ces enjeux que nous recevons aujourd'hui nos experts pour éclairer le sujet. Bonjour à tous et bienvenue à cette émission qui s'appelle L'Angle d'attaque, qui est l'émission cybersécurité, business et stratégie de risque intermédiaire. Je suis ravie de vous avoir avec nous. Bonjour. Alors, Florent Barek, vous êtes VP Sales IMEA de Versa Networks et Yann Bruno, vous êtes Chef Solution Officer chez Squad. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, je commence. Je t'en prie. Donc, moi, mon travail chez Squad, c'est de travailler notamment sur la partie avant-vente auprès de nos clients, de définir les solutions et les offres au niveau groupe, et de travailler aussi sur les partenariats à level technologique.
Moi, de mon côté, je pilote l'Europe du Nord et l'Europe du Sud au sein de Versa, et je pilote l'ensemble de la stratégie, les équipes commerciales sur l'ensemble des régions. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un thème précis dans la cybersécurité, c'est celui du SASI. Ma première question, ça va être de savoir, justement, pour l'audience qui est en train de nous écouter, quel est justement le contexte technologique qui a permis l'émergence du SASI? Le SASI, c'est arrivé un peu comme une réponse qui s'est imposée à beaucoup de personnes du fait de la complexité de connecter les gens. Lorsqu'il y a eu la pandémie qu'on a connue, le Covid, toutes les sociétés se sont rendues compte qu'il fallait connecter et que c'était extrêmement complexe avec de multitudes de technologies et certaines qui sont arrivées un peu aux limites. Donc il a fallu simplifier, il a fallu optimiser et le SASI s'est imposé immédiatement comme une réponse. Ce qu'on peut peut-être rappeler déjà, c'est que le SASI, c'est plus un modèle plutôt que vraiment... Enfin, c'est une accumulation de briques technologiques qui permettent de venir répondre à un cas d'usage qui est effectivement complexe, qui est celui de la mobilité, qui est celui de l'ouverture au cloud et aux applications SaaS, et dont l'objectif, quelque part, est d'homogénéiser la manière dont on vient sécuriser le parcours de l'utilisateur et également la manière dont il consomme ses applications, on consomme sa donnée. Et justement, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur le taux d'adoption du SASI pour les entreprises françaises? J'entends souvent que l'adoption a été un peu plus compliquée sur le marché français par rapport à d'autres marchés. Oui, l'adoption est peut-être un peu plus lente, mais je dirais qu'on a tendance à être prudent en France. Est-ce que c'est des excès de prudence des fois peut-être? Mais je pense qu'il y a plusieurs réponses à ça. La première réponse, c'est que, comme je le disais, le SASI, c'est plusieurs technologies, et je pense qu'il y a énormément aujourd'hui de sociétés qui ont déjà franchi le pas, en tout cas sur une partie du spectre. Donc on a des sociétés qui sont déjà équipées de proxy cloud, de Swig. On a des sociétés qui ont déjà passé le pas, peut-être un peu plus difficilement, vers le ZTNA, donc l'accès zéro trust aux applications. Et puis le SD-WAN, qui est une composante importante du SASI au niveau de la partie réseau, qui aujourd'hui, je pense, est globalement quand même assez déployé au niveau des entreprises. Ouais, c'est exactement ce que je constate. C'est-à-dire quand on va dire SASI, on a tendance tout de suite à penser à un périmètre fonctionnel assez large. Mais si par exemple on fait du SD-WAN et du ZTNA, les gens vont pas considérer qu'ils ont fait un pas dans le SASI, alors qu'on est dans une de ses composantes. Donc l'idée va être de dire qui a vraiment basculé. Il y a des gens qui vont dire non, on n'a pas encore atteint l'objectif qui serait d'arriver à plus de briques fonctionnelles, mais la réalité c'est qu'ils ont déjà mis un pied dedans. Et quels sont aujourd'hui justement les points bloquants à l'adoption d'un chantier SASI ou à la migration? Alors, il y en a plusieurs, mais je pense que un des principaux, c'est probablement les aspects gouvernance, c'est-à-dire qui est honneur je dirais, du projet SASI, qui en termes d'équipe doit gérer. On est quand même à la croisée des chemins entre le réseau et la sécurité, et on sait que souvent dans les grandes entreprises, le réseau et la sécurité, c'est pas les mêmes équipes, qu'il peut y avoir parfois des problématiques de communication entre ces équipes. Donc il y a un vrai enjeu déjà de savoir comment est-ce qu'on va gérer cet aspect projet au sein d'une entreprise. Déjà, je pense que c'est un des gros freins, c'est comment on gère ça au niveau des équipes. C'est pas le seul. Oui, complètement. La notion de gouvernance va être un point important. Et le deuxième point important en termes de projet va être également toute la notion contractuelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va arriver vers un sujet qui va vouloir arriver à cette évidence que le SASI doit s'imposer parce que c'est dans le schéma directeur de la stratégie d'une DSI. Cependant, pour regrouper tout ceci, il y a des contrats qui vont pas avoir des termes au même moment. Okay. Et pourtant, ça va être des briques complètement indispensables à l'exécution de ce projet. Donc on va se retrouver avec la brique de gouvernance qui va être un vrai challenge pour la DSI, et deuxièmement, la notion contractuelle qui va être un deuxième sujet qui va faire jusqu'où on peut aller pour atteindre cette cible. Ça, sur les aspects contractuels, financiers, effectivement des vrais sujets. Il y a, si on parle du SD-WAN, il y a qu'est-ce que je fais de mes liens télécoms, quand est-ce qu'arrive en fin de contrat, quand est-ce que j'ai une fin de contrat avec mes opérateurs télécoms. Je vais avoir des vrais sujets sur les investissements que j'ai déjà faits. Et puis, on a un sujet aussi important, je pense, sur le SASI, qui est CAPEX versus OPEX. Aujourd'hui, les projets d'infrastructure étaient essentiellement des projets de CAPEX. On passe majoritairement, et ça fait des années avec le cloud, etc., sur des sujets d'OPEX. Et les sujets SASI, aujourd'hui, sont pas forcément essentiellement, mais en tout cas en grande partie des sujets liés à de l'OPEX. Et donc peut-être que d'un point de vue financier aussi, il peut y avoir des freins. Et justement, comment on peut surmonter ces points bloquants? Comment vous accompagnez aujourd'hui vos clients, en fait, sur la mise en place d'un chantier SASI? Moi, je pars du principe que la bonne porte d'entrée, ça va être le partenaire, ça va être le tiers de confiance. C'est-à-dire que moi, côté éditeur, je vais apporter une solution, vulgarisation, outillage, énormément de choses qui vont avoir une valeur ajoutée.
Mais la clé va être le partenaire avec la maturité. C'est là où des gens comme Squad Cyber Solutions vont être extrêmement pertinents. Je pense qu'il y a, il y a plusieurs réponses là-dessus. Il y a effectivement des aspects conseils pour accompagner déjà, on parlait d'organisation, de gouvernance, déjà accompagner en amont les clients à définir une stratégie. Et puis il y a un aspect aussi cadencement, planification. C'est-à-dire que faut pas non plus avoir une cible trop ambitieuse tout de suite. Il faut savoir le planifier dans le temps et probablement le faire par étapes. Oui. Alors c'est intéressant que vous parliez du temps. Est-ce que ce type de plan de migration, c'est des projets qui sont lourds, qui prennent du temps à mettre en place ? Alors ça peut, ça va dépendre là aussi des briques technologiques. Encore une fois, le SASI c'est presque plus un concept qu'autre chose qui va regrouper en fait, qui vise une convergence de la sécurité et du réseau. Et quand on parle réseau, il peut y avoir des briques qui sont complexes à déployer, à renouveler. Et donc, par exemple, le SD-WAN, aujourd'hui, quand on accompagne des clients qui vont avoir 400, 4000 sites dans le monde, déployer du SD-WAN sur 400, 4000 sites dans le monde, ça peut être un vrai challenge pour plein de problématiques. C'est-à-dire qu'on sait que c'est des projets qui sont longs, qui vont durer des années sur le déploiement et la mise en place. Ouais. Est-ce que quand on a des projets longs comme cela, est-ce que vous avez peut-être parfois moins d'adhérence de la part du client ou est-ce que vous arrivez justement à le mettre en confiance ? Je dis ça parce que j'avais eu l'occasion d'avoir un retour d'expérience sur un autre sujet, donc pour le coup c'était une migration d'un autre projet et je me souviendrai toujours de ce que m'a dit le CISO sur cette table ronde parce qu'apparemment, en fait, c'est un projet qui était lourd, qui était long dans le temps, de telle sorte que les équipes en fait étaient très réfractaires et son premier combat finalement ça a été déjà auprès de ces équipes opérationnelles de pouvoir créer ce lien de confiance. Donc, je me pose la question si dans les projets SASI, c'est quelque chose qu'on retrouve également. Alors, je trouve que c'est un effet indispensable, mais l'idée, ça va être de faire discuter les pairs entre eux. C'est contraignant, c'est extrêmement structurant le SASI. On parle de la connexion aux applications, SaaS, on-prem, une hybridation, enfin c'est extrêmement structurant comme projet. Et l'idée, c'est que ça va être une énorme page blanche pour les principaux décideurs. On peut pas arriver avec la vérité. Nous, on va arriver avec un catalogue de solutions, des partenaires qui ont cette maturité d'accompagnement, mais le déclic, il va se faire au niveau de une entreprise du même type de métier, avec une structure assez similaire, est déjà passée par là. Est-ce que vous voulez en discuter avec eux ? Est-ce que vous voulez faire part de ce retour d'expérience qui peut être plus ou moins bon, mais au moins qui va permettre de rentrer dans une certaine confiance, en disant « Ok, c'est des choses qui ont été réalisées avec ce type de problématiques rencontrées, avec ce type d'ROI et de TCO à la fin, qui va permettre au prospect, donc la personne qui n'est pas encore client de la solution, de se projeter en se disant « Ok, je peux me projeter, je peux discuter avec des gens qui ont réalisé. » Et là, c'est souvent là où on va voir le client qui va commencer à basculer dans un échange qui va permettre d'arriver à la réalisation du projet. Oui, je dirais qu'en complément, de ce que vient de dire Florent, il y a aussi un point, c'est que quelque part, il faut aussi vendre le projet à ses équipes. Donc vendre le projet à ses équipes, c'est leur expliquer ce que ça va changer pour eux. Et un des objectifs, c'est aussi de faciliter l'exploitation, de faciliter l'utilisation de la solution, d'augmenter la visibilité de ces équipes sur l'utilisation réseau, l'utilisation applicative, en plus d'augmenter le niveau de sécurité et l'expérience utilisateur. On n'a pas encore parlé d'expérience utilisateur, mais c'est aussi un des points hyper structurants, je dirais, des projets SASI. Alors, si je suis par exemple du côté client, comment aujourd'hui on peut mesurer la valeur de l'accompagnement sur un projet SASI ? C'est quoi les mesures, les KPI ? Je pense que ce qui va être important dans ce cadre de projet, ça va être l'agenda, les objectifs qu'on va mettre en place, la budgétisation, le séquençage, est-ce qu'on est fait, si on est sur du COPEX, du CAPEX, de l'OPEX, est-ce qu'on a un objectif de ROI à atteindre et à quelle échéance ? Et à partir de ce moment-là, on va commencer à définir quels vont être les KPI sur l'ensemble du projet. Moi, je pense qu'un projet comme ça, en termes d'accompagnement, il faut qu'il y ait d'abord un certain phasing. Et puis je dirais que la vie du projet, elle est déjà en plusieurs étapes. Il y a un aspect conseil en amont, comment est-ce qu'on accompagne le client dans sa prise de décision. Il y a un deuxième aspect qui va être comment est-ce qu'on l'aide sur son déploiement et à je dirais, faire s'épanouir ce projet au sein de la structure. Et puis, il y a un troisième sujet qui vient par la suite, c'est comment on l'aide à exploiter. Et ça aussi, c'est un vaste sujet parce que nous, notre travail ne s'arrête pas une fois qu'on a fini de déployer avec le client. On va aussi l'accompagner éventuellement sur l'exploitation. C'est ça, en fonction du besoin du client. Il peut avoir besoin d'exploiter lui-même sa solution
et auquel cas on est là pour l'accompagner sur le transfert de compétences, sur sa montée en compétences et le fait qu'il devienne opérationnel, et ou alors on peut l'accompagner dans la durée vraiment sur une exploitation, un co-management, on va dire un service co-managé, ce qui permet à la fois de notre côté, de continuer à donner de la compétence dans le temps et également de son côté d'avoir une réactivité au plus près de ce que lui cherche et de pas se couper la visibilité qu'il pourrait avoir sur un service complètement managé, quoi. Alors, je reviens vers vous, Florent, parce que vous parliez tout à l'heure de quelque chose qui forcément intéresse toujours un public en cybersécurité, c'est le retour d'expérience. Vous disiez que c'est aussi une façon, quelque part, de créer un lien de confiance et de répondre potentiellement aux questionnements que peuvent avoir un potentiel client, parce qu'il ne l'est pas encore. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez justement nous partager un retour d'expérience sur un chantier SASI sur lequel vous avez travaillé? Alors aujourd'hui, donner un nom à un client, je le ferai pas, bien évidemment. Anonymisé, bien sûr. Voilà. L'idée va se faire de dire oui, on a mené pour des leaders, par exemple, de tout ce qui va être gestion de parc automobile ou dans la très grande distribution de clients à vocation internationale, des projets importants. Récemment, dans le domaine de l'énergie avec une forte capillarité. Et l'idée, ça a été d'en effet pouvoir rapidement dire est-ce qu'on a simplifié l'accès, est-ce que l'expérience utilisateur a été éprouvée, et est-ce que les économies d'échelle sont arrivées à 12-18 mois après la réalisation du projet. Parce que bien évidemment, comme l'a notifié Yann, on va aussi remettre en cause, avec un effet domino, tout un tas de contrats qui vont se retrouver connexes au SASI. Donc on pense immédiatement à ceux qui vont être du Next-Gen Firewall, du SD-WAN bien évidemment, mais finalement plein d'autres projets vont être mis en cause, voire se retrouver inutiles du fait de la mise en place du SASI. Et le fait que ces calendriers arrivent à l'arrêt de ces contrats font que c'est pour ça qu'on ne va pas être au jour de fin de projet, mais en général dans les 12 mois qui vont suivre, à dire voilà, le projet est réalisé, la satisfaction utilisateur est là, éprouvée, calculée avec le retour, et en plus, le nouveau TCO et le ROI est quantifiable. Et en effet, aujourd'hui, ce qu'on se rend compte, on est sur des tranches entre 25 voire 40% d'économie, rien que sur la partie underlay, sur des projets SD-WAN, ce qui est extrêmement important. Alors, quand on parle de projet SASI, de ce que j'ai pu comprendre, il y a la notion de confiance qui revient assez régulièrement. Et quand on parle de confiance, je pense que dans l'actualité que nous vivons aujourd'hui, on a la notion de souveraineté. Donc je me suis posé la question, comment aujourd'hui vous arrivez à intégrer cette notion de souveraineté dans des projets SASI? Alors c'est une question complexe, puisqu'aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y a pas de solution qui soit certifiée SecNum Cloud ou ce genre de choses. Donc il n'y a pas de réponse simple à cette question. Malgré tout, il y a quand même des choses qui existent, qui permettent là aussi, alors on n'aura peut-être pas une solution full SASI, vendeur unique comme un peu la promesse, mais on a des briques qui permettent aujourd'hui d'aller vers ce type de fonctionnement en mode SASI avec des solutions qui vont être souveraines ou qui sont pas souveraines au sens société française, mais qui peuvent se déployer dans des contextes souverains, on va dire. Et là, peut-être que tu peux préciser quelques petites choses sur ouais, tout à fait. Versa. Ouais. Concernant Versa, aujourd'hui, l'approche a été de dire, on s'est retrouvé avec deux typologies. On s'est retrouvé déjà avec une première typologie où on avait des POP en France et où il n'y avait pas besoin de plus que ce qu'on proposait. Et on s'est retrouvé avec des clients qui étaient avec un besoin très fort, voire même de confidentialité défense, où là, on a monté des infrastructures quasiment dédiées. Donc oui, il y avait des POP, mais les POP étaient propriétaires du client. Et là, maintenant, on se retrouve avec des tailles de clients qui n'ont pas la capacité d'investir aussi, de façon aussi importante, pour arriver à ce degré de confidentialité d'information. Et donc là, on est en train de finir, nous, une négociation avec un acteur allemand, qui devrait se faire dans les semaines qui viennent, où on va pouvoir fournir une solution type SaaS, souveraine européenne. Alors, justement, c'est intéressant, donc vous parlez de cet acteur allemand, d'une négociation qui a lieu actuellement. Est-ce que du coup finalement, c'est parce que vous voyez qu'il n'y a pas de dissonance entre le discours et ce que vous voyez sur le terrain? Et je vais m'expliquer. Très souvent, en cybersécurité, moi ça fait 5 ans que je fais des émissions, et la notion de souveraineté revient très très régulièrement. Pour autant, ce qu'on m'a souvent dit, en tout cas il y a 5 ans, il y a 6 ans, c'est que c'est une notion qui est chère, mais qu'on n'applique pas nécessairement. Cela étant dit, effectivement, depuis quelques mois, avec tout le contexte dont on a
qui peut effleurer, c'est une question qui devient très prégnante. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous êtes en train de constater auprès de vos clients, que ça devient une question beaucoup plus importante que ça a pu l'être, même si je sais que dans le discours, on en a toujours parlé, et ça fait un peu écho à ce que vous êtes en train de dire, parce qu'il y a une négociation avec une société allemande. Donc je me dis, bon, est-ce qu'on est sur du contextuel? Est-ce que... Alors c'est sûr que enfin aujourd'hui on voit que le sujet est plus présent chez nos clients que ce qu'il a pu l'être par le passé. Donc je pense qu'il y a une vraie prise de conscience, ou en tout cas une vraie interrogation, ou un vrai questionnement de nos clients sur ces sujets-là. Après, on a quand même une problématique qui est que la majeure partie de la technologie aujourd'hui, elle est malheureusement ni française, ni en tout cas plus compliquée d'être européenne aussi. Donc il faut aussi qu'on puisse faire avec ce qu'on a à disposition. Donc le temps, peut-être que des solutions européennes, souveraines émergent, il faut quand même qu'on continue à fonctionner. Et voilà, on peut pas transiger non plus sur la sécurité, donc il faut qu'on trouve des solutions. Ah, c'est ça. C'est-à-dire aujourd'hui, en effet, je représente un acteur américain. L'idée, c'est de se dire, est-ce qu'un acteur français serait plus pertinent sur des données qui soient aussi importantes? La réponse est peut-être, à partir du moment où on arriverait sur le même niveau de confidentialité de l'information. Et comme le dit Yann, le problème qu'il y a, c'est que ça n'existe pas aujourd'hui. Je dis pas qu'il n'y a pas d'acteurs, je dis juste qu'aujourd'hui, c'est pas des acteurs qui sont reconnus, ou en tout cas avec la même capacité que va être Versa Networks aujourd'hui, ou des acteurs concurrents à Versa. Et donc, il faut trouver ce juste milieu. Et ce juste milieu vient justement dans ces propositions. Alors, j'ai compris également que les infrastructures physiques sous-jacentes justement au projet SASI sont des infrastructures qui sont souvent soumises à des audits. Est-ce que ces audits sont publics? Est-ce que ces audits donnent lieu à des labels? Comment ça se passe? Par rapport à ça, aujourd'hui, quand on va monter un POP, donc un point de présence, donc nous, aujourd'hui, on a des points de présence en France, par exemple, ces points de présence, on va travailler avec des spécialistes du domaine. Donc en effet, c'est du SOC type 2, ça va être... mais c'est eux qui vont se retrouver avec cette notion de validité. Après, dans le cadre de contrats qu'on a avec nos clients, certains très grands comptes vont nous demander de rajouter une notion d'être en capacité par eux-mêmes d'auditer les tiers. Et à ce moment-là, ça devient une discussion contractuelle avec eux, de les autoriser et à quelle fréquence les autoriser. Mais la plupart du temps, et nous dans notre cas, on délègue ça à des spécialistes, puisqu'on va pas monter nos points de présence propriétaires de bout en bout. Personne aujourd'hui ne va avoir ses propres centres de données. On va faire appel à des spécialistes du monde SaaS, et on va faire aujourd'hui des infrastructures auprès de ces spécialistes qui eux-mêmes vont s'assurer de l'ensemble de la notion de compliance. Après, je pense que si on cherche sur le site de Versa, etc., on va trouver les certifications, RGPD, SOC, SOC 2, SOC type 2, etc. Exactement. Alors très très concrètement, parce que depuis tout à l'heure, on a défini ce que c'est qu'un projet SASI, comment un chantier est mis en place. Alors on a bien traité le sujet, mais très très concrètement, ça répond à quelle problématique pour un RSSI? Alors c'est une bonne question. Il y a plusieurs problématiques auxquelles ça répond. Encore une fois, le SASI, le principe, c'est de la convergence, de la connectivité, donc plutôt du réseau, et de la sécurité. Et donc on va venir répondre à un certain nombre de problématiques liées à l'accès, notamment aux applications. Donc comment je vais accéder à mes applications, quel que soit le type d'application, que ce soit des applications type SaaS, que ce soit des applications type classique qu'on héberge dans son propre data center en interne, que ce soit dans le cloud. Et tout ça, je dirais, de manière à la fois sécurisée, en ayant vraiment une couche homogène de sécurité. Je vais vérifier de la même manière, peu importe l'application, peu importe également la manière dont j'accède à l'application. Qu'est-ce que je suis dans les murs de la société, sur un réseau de la société, ou est-ce que je suis dehors, et de manière complètement homogène en termes d'usage. C'est-à-dire que l'utilisateur, il va pas se poser la question de savoir où il est. Est-ce qu'il faut qu'il lance une application ou pas pour accéder? Il va simplement l'utiliser. Donc on rend à la fois, je dirais, du service à l'utilisateur en simplifiant son expérience. Voilà, il n'a plus de différence entre dedans, dehors, etc. Il consomme l'application de la même manière, et on vient augmenter le niveau de sécurité en ayant un filtrage Zero Trust. On n'a pas encore parlé de Zero Trust, mais vraiment c'est le centre de la chose. Comment je viens donner l'accès à la bonne application à la bonne personne par le biais de ces mécanismes de sécurité. Et quelles sont les solutions complémentaires qui viendraient justement compléter ce Slack de solutions en cybersécurité pour un RSSI? Alors évidemment, le SASI, c'est un modèle qui vient adresser un certain nombre de cas d'usage liés à la sécurité, mais c'est pas l'alpha et l'oméga de l'outillage cyber. Évidemment, on vient adresser ce sujet de la sécurisation de l'accès
Mais évidemment, on parle pas de sujet d'identité, par exemple. Il faut avoir des mécanismes de gestion de l'identité à côté. Si je prends un exemple simple, je dirais que le SASI, ça vient sécuriser la route, c'est la sécurité routière, c'est-à-dire que ça vous met des panneaux pour respecter les stops, ça vous dit à quelle vitesse il faut rouler, par contre, ça vous dit pas dans quel état est votre voiture. Donc, quelque part, vous avez besoin de sécuriser votre poste, vous avez besoin de mettre des solutions type EDR, XDR pour sécuriser l'usage que vous avez du poste, mais voilà, le chemin, lui, par contre, on va sécuriser ce qu'il faut. Et puis, ça vous empêche pas d'avoir tout ce qu'il faut en termes de réponse à incident. Ça, c'est indispensable. Alors c'est intéressant parce que je sais que si on discute avec des experts en cybersécurité, on va toujours avoir deux manières de voir la question que je vais vous poser. Il y a ceux qui vous disent en termes de solutions cybersécurité, il ne faut pas tout mettre dans le même panier parce que voilà, il y en a un qui fonctionne plus, tout ne fonctionne plus. La plateformisation, c'est pas le saint graal et c'est pas la réponse à tout. Et puis vous avez d'autres qui vont venir vous dire très bien, mais aujourd'hui, je me souviens d'ailleurs, je crois que j'avais sur une émission une table ronde où un CISO avait dit à ce stade, je crois qu'on est à 40 dashboards différents de solutions différentes. Forcément, ça rend compliqué le travail des équipes. Sur quel pan déjà vous vous positionnez et qu'est-ce que vous en pensez? Déjà 40, c'est pas beaucoup. Hein. Ah, parce que moi, il m'avait dit ça, je me suis dit, ouf, ça fait quand même beaucoup. Je pense qu'il y a plein de clients qui en ont beaucoup plus que ça. Et en fait, il n'y a pas de réponse à cette question. En tout cas, la réponse, elle est quelque part entre les deux. C'est-à-dire qu'on peut pas décemment gérer 40, 50, 60, 70 solutions avec des équipes probablement plus réduites ou en tout cas un spectre beaucoup plus large à gérer. Donc ça, c'est pas humainement possible. Donc on a besoin de plateformisation. Après, on a aussi besoin d'avoir un peu de variété. Donc je dirais que probablement que la réponse est un peu entre les deux. Il va y avoir de la concentration d'outillage parce que ça apporte plus de visibilité, plus de facilité d'exploitation, etc. Mais tout le monde n'est pas bon partout, ça se saurait. Donc il faut quand même un petit peu de variété, je pense. Oui, là-dessus, ça revient à un des sujets qu'Yann a mis plus tôt. C'est que de toute manière, un projet SASI, c'est pas un projet Big Bang. Faut pas partir du principe qu'il faut prendre l'ensemble du catalogue SASI et tout remplacer par un acteur. Déjà, économiquement, c'est absolument pas pertinent. Il y a une vie, il y a des amortissements au niveau des équipements. Et après, le deuxième point, ça va être surtout le nerf de la guerre. C'est-à-dire que derrière le projet SASI, il y a une notion de ressources et de compétences chez le client. Est-ce que je suis en mesure d'adresser? Est-ce que j'ai la bande passante? Est-ce que je peux faire former mes équipes? Il n'y aura quasiment aucun client qui va vous répondre par la positive. Donc, l'accompagnement va être clé. Le co-manager, qui est un modèle qui commence à se répondre pour répondre à une partie de cette problématique, devient un peu un référent. Et l'idée, c'est de se dire, de toute manière, c'est vous qui allez fixer dans le temps l'ensemble de la consolidation que vous allez vouloir mettre, mais ne partez pas du principe qu'il faut tout consolider. De toute manière, quasiment personne ne l'a fait. Et si vous voulez le réaliser, ça va devoir se faire étape par étape et gagner en maturité en même temps. Les éditeurs de solutions de SASI aujourd'hui, il y en a quelques-uns. Aujourd'hui, ils viennent tous de quelque part. Donc, je dirais que avoir un niveau de maturité homogène sur l'ensemble des sujets qui sont adressés par le SASI, c'est compliqué, même pour un éditeur. Donc, on a des éditeurs qui viennent plus du CASB, de la protection des applications cloud. On a des éditeurs qui viennent plus du SD-WAN. Comme Versa, par exemple, historiquement. On a des éditeurs qui viennent plus du proxy cloud, etc., etc. Et chacun fait son chemin vers cette cible qui est le SASI. Mais en réalité, aujourd'hui, on n'a personne qui est complètement homogène en termes de maturité sur l'ensemble des sujets. Donc ça peut expliquer aussi pourquoi on a aussi pas mal de projets hybrides, en réalité, dans lesquels on n'a pas le fameux single vendor SASI. C'est une belle cible. Peut-être qu'on va y arriver dans pas longtemps, mais on n'y est pas tout à fait encore. Et justement, quand on envisage de mettre en place un chantier SASI, est-ce qu'on doit l'envisager sous le prisme du secteur? Est-ce que c'est sectoriel? Est-ce que finalement, quel que soit le secteur, la manière de l'implémenter est la même? Par rapport à ça, aujourd'hui, j'ai envie de dire, à partir du moment où il y a des gens qui vont pouvoir se connecter, le SASI va être une hypothèse. Est-ce qu'elle est plus pour un secteur d'activité pour un autre? Je te répondrai non. Je répondrai juste qu'elle se prendrait différemment en fonction du degré de confidentialité des informations et de votre couverture internationale. C'est juste qu'on va augmenter le challenge et le nombre de challenges en fonction de la verticalité. Donc oui, un client financier va avoir des contraintes très fortes de compliance et donc il va falloir pouvoir travailler localement avec ces éléments-là. Si vous êtes hyper concentré en France dans un domaine et que vous êtes dans une verticale où l'information n'est pas ultra confidentielle,
vous allez pouvoir en effet avoir ce projet qui va être allégé sur ces thématiques, mais elle en sera aussi pertinente. De toute manière, il va falloir rationaliser, simplifier et augmenter la couverture de sécurité. Donc, en gros, la recette est la même, mais on met pas les mêmes quantités d'ingrédients partout, quoi. Exactement. C'est une très bonne analogie. Alors, on arrive à la fin de cette émission, donc j'ai une dernière question pour vous. C'est une question d'ouverture. Une entreprise en 2026 qui n'a pas mis en place de chantier SASI est-elle 1 dans son droit, 2 dans le déni ou 3 en danger? Alors, je pense que d'abord, elle est toujours dans son droit, elle fait ce qu'elle veut, mais je dirais que à partir du moment où c'est assumé, je vois pas de problème. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que déployer une solution de SASI, c'est là pour répondre à un risque, comme tout en termes de cybersécurité. Donc, si l'entreprise a fait son étude de risque et qu'elle constate que le risque n'est pas, ne vaut pas le coup d'être adressé, et ça, c'est une étude purement interne, je dirais que très bien, elle n'a pas besoin de faire un projet SASI. Après, aujourd'hui, je vois pas tellement de sociétés qui peuvent se permettre de se dire que son étude de risque va pas dégager des problématiques liées à la consommation des applications cloud, liées à la problématique de la confidentialité de ces données, liées à la problématique de comment j'accède à mes données. Donc voilà, je pense qu'il y a une étude à faire et c'est indispensable dans les sociétés et une conclusion à en tirer. De mon côté, je dirais, à minima, sur la notion financière et de retour sur investissement. Je pense qu'en effet, comme le dit Yann, il n'y a pas de vérité technique. Si aujourd'hui tout fonctionne, pourquoi ne pas garder ce qui fonctionne à l'instant T? Je pense que si jamais c'est pas sur une couverture sécurité à l'instant T, ça sera en tout cas sur un retour sur investissement où le sujet SASI doit être au moins étudié pour voir s'il y a une pertinence court moyen terme. Puis de toute manière, l'IT aujourd'hui, l'informatique, c'est de l'anticipation. Donc je reste convaincu qu'il faut s'y intéresser à défaut de l'adopter à très court terme. Eh bien, on arrive à la fin de cette émission. Je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Je remercie également le public qui nous a suivis jusqu'au bout. C'était l'Angle d'attaque, donc l'émission cybersécurité et business de Risquintel Media, aujourd'hui avec Squad et Versa Networks. Si vous avez d'autres questions et que vous voulez prendre contact avec Florent et Yann, vous pouvez les retrouver sur LinkedIn. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission sur Risquintel Media.